Alors, cette communication se veut une introduction à la deuxième séance de ce colloque qui est consacré à l'œuvre même que constituent les Hieroglyphica et à son auteur, pour Apollon. L'œuvre comme l'auteur n'ont pas manqué, depuis la redécouverte du manuscrit des Hieroglyphica en 1419, de susciter de nombreuses interrogations qui ont donné lieu à leur tour à de tout aussi nombreuses hypothèses. La question aurapolinienne est loin d'être réglée malgré certains consensus auxquels ont abouti les études et éditions qui se sont succédées, surtout, on va dire, depuis les années 30. Tout en récapitulant l'état de la question, je ferai part de mes doutes et j'essaierai d'apporter peut-être quelques réponses avant qu'une étude systématique de cette œuvre et une édition qui en prenne en compte toutes les facettes ne voient enfin le jour, entreprise évidemment que j'appelle de mes voeux. Qui est Aurapollon? Le nom Aurapollon, qui fusionne le théonyme égyptien Horus et son interpretatio graeca Apollon, est singulier et n'apparaît que rarement dans les sources littéraires anciennes. Alors, commençons de bonne méthode par rassembler les testimoniats. On a d'abord le texte d'Étienne de Byzance, VIe siècle, qui nous apprend que le philosophe Aurapollon était originaire du village de Phénébitis, plus exactement Phénébutis, situé dans le nome panopolite de la Thébaïde. Vous voyez à peu près où il se situe. Ensuite, vous avez la Souda, donc Xe siècle, qui réserve une entrée au nom d'Aurapollon, constituée de deux notices qui se suivent. La première est consacrée à Aurapollon de Phénébitis, grammairien, qui enseigna à Alexandrie, puis à Constantinople, sous Théodose. Donc c'est soit Théodose Ier, donc 379-395, soit Théodose II, 401-450. Et on nous dit donc que cet Aurapollon est auteur d'un ouvrage sur les noms des temples, Temnica, d'un commentaire à Sophocle, à Alcée et à Homère. Et la seconde partie de la notice, ou la seconde notice, est consacrée à Aurapollon l'Égyptien, à Aegyptios, ayant vécu sous Zénon, donc 474-491, et cette notice amalgame deux fragments tirés de la vie d'Isidore de Damasios, qui racontent l'arrestation et la mise à la question d'Aurapollon et font aussi allusion à sa conversion au christianisme. Alors la notice de la Souda, en mêlant deux sources différentes relatives à deux homonymes ayant vécu à au moins 75 ans d'intervalle, a créé beaucoup de confusion dans l'historiographie d'Aurapollon. Ces deux personnages font l'objet de traitements distincts par deux autres sources que je vous cite. Phocios, qui, donc au IXe siècle, dit avoir lu à la fin d'un manuscrit d'Héladios les Patria d'Alexandrie du grammairien Aurapollon. Il s'agit très probablement du premier Aurapollon dont nous parle la Souda. Et ensuite, Zacharie le scolastique, qui dans sa vie de Sévère, qui est rédigée entre 1512 et 1518, et qui nous est parvenu, comme vous le savez, uniquement dans une version syriaque, est la source, je dirais, la plus complète concernant le second Aurapollon, puisque les événements auxquels il prend part se placent en 485-486. Il y est présenté comme un illustre professeur alexandrin, tantôt grammairien, tantôt philosophe, faisant partie d'un cercle de païens très virulent, dont Sidney Aufrère vous a parlé ce matin, et tenant une école dont les élèves en décousaient souvent avec les chrétiens. La dernière des sources est d'un genre un peu particulier. J'ai fait allusion ce matin lors de la présentation du colloque. Il s'agit d'un document papyrologique dont la publication en 1914 a donné lieu, de la part de son éditeur, à une étude qui a considérablement fait progresser la question aurapollinienne. C'est une pétition datant d'Anastase, et probablement du début du règne d'Anastase, donc on est au début des années 490, adressée à un fonctionnaire local par Aurapollon lui-même, qui se présente dans la souscription que vous avez ici à l'écran et qui sert dans l'illustration dans le programme du colloque, comme Flavius Aurapollon, fils d'Asclépiadès, philosophe. Alors, le prescrit nous apprend qu'il était propriétaire à Phénébitis, quoique
nous présentons le personnage, je dirais, par le petit bout de la lorgnette d'un litige privé. Or, Apollon cherche à contrer les démarches judiciaires de son épouse et sa cousine, qui a quitté le domicile conjugal et qui est partie avec les meubles et qui souhaite garder les propriétés du mari. Eh bien, cette pétition évoque en passant sa famille, sa position de professeur et sa carrière d'Alexandrie. Je vous ai cité un large extrait ce matin. Grâce à ce nouveau document, Jean Maspero a proposé de rattacher les deux Aurapollons à la même famille, l'un étant le petit-fils de l'autre et portant son nom comme cela était de coutume. Aurapollon l'Ancien était donc un grammairien sous Théodose II, tandis qu'Aurapollon le Jeune était grammairien et philosophe, un des plus fervents animateurs de l'ultime résistance païenne au christianisme à Alexandrie. C'est une solution économique qui rend bien compte des profils intellectuels différents des deux hommes et de l'extrême rareté de ce nom qui a fort peu de chances d'avoir été porté par deux personnes de familles différentes. Elle a depuis lors été adoptée. Mais il reste à affronter le problème majeur. Qui était l'auteur des Hieroglyphica? Maspero propose d'attribuer la paternité des Hieroglyphica au second Aurapollon. Ces arguments sont a priori convaincants. Le contenu des Hieroglyphica cadre parfaitement avec les convictions païennes affichées d'Aurapollon le Jeune. Maspero se contente de dire que, je le cite, que l'auteur d'un tel écrit ne peut guère avoir été que païen. On peut aller plus loin en constatant l'usage que fait l'auteur des Hieroglyphica du mot théos employé pour le soleil ou la lune, qui tout au long du texte affirme, de façon d'ailleurs peut-être un peu trop voyante, j'y reviendrai, le paganisme de l'auteur. Je n'ai pas trop le temps, mais vous voyez quelques passages que j'ai mis à l'écran. On peut aller plus loin en constatant, plus exactement, cette proposition de Maspero correspond tout à fait bien à la dimension antiquaire des Hieroglyphica et à l'intérêt que les Hellènes du dernier paganisme ont développé pour l'histoire et la religion des anciens Égyptiens. Le père d'Aurapollon le Jeune était ainsi donc l'auteur d'un ouvrage perdu sur les antiquités d'Égypte. Mais même dans ces milieux les plus grecs, les plus hellénisés, comme vous voyez, l'affirmation du paganisme passe par un regain d'intérêt pour les traditions locales, en l'occurrence l'Égypte pharaonique, avec ses rois, ses dieux, ses cultes et bien sûr son écriture. Les hiéroglyphes passant aux yeux des Grecs pour une écriture, on l'a vu ce matin, conceptuelle, idéale, faisant une large place à la théologie, les Hieroglyphica seraient donc une dernière révérence faite par un nostalgique du paganisme à la religion et à la philosophie des anciens Égyptiens au moment où celle-ci avait irrémédiablement disparu en même temps que le clergé qui en maintenait la flamme et perpétuait l'enseignement des anciennes écritures. Je rappelle que les derniers textes en hiéroglyphes qui sont affilés datent de 394 plus exactement. Tandis que le dernier texte en hiéroglyphe, en démotique, est de 452-453. Mais si la reconstitution de la famille des Aurapollons par Maspero semble séduisante, je reste beaucoup plus dubitatif sur la question de l'attribution des Hieroglyphica, qui soulève des problèmes très délicats. Commençons par rappeler que les sources concernant les Aurapollons ne font mention d'aucune œuvre sur les hiéroglyphes. Ce silence est troublant. Seuls, nous avons eu l'occasion de le dire ce matin, seuls les seuls hiéroglyphica qui soient attestés par les sources sont ceux de Chérémon, grammairien et philosophe grec du 1er siècle. Le nom et l'origine de l'auteur, tels qu'attestés par les manuscrits des Hieroglyphica, ne sont pas non plus au-dessus de tout soupçon. Passons sur l'orthographe du nom pour nous intéresser à l'ethnique, qui est utilisé dans le titre, Neilou ou Neiloos. Alors Charles le Normand avait proposé en 1838 d'y voir l'ethnique de la ville Niloupolis, mais l'ethnique connue de cette ville et des diverses villes d'ailleurs portant ce nom en Égypte
était neilopolites et non pas neiloos. Aussi, l'opinion communiste est-elle désormais que neiloos est une expression littéraire valant pour le pays du Nil, c'est-à-dire égyptien. Mais à y regarder de près, cet adjectif n'est employé en prose que pour la flore ou la faune propre au Nil, jamais comme un ethnique métonymique de l'Égypte appliqué aux humains. En dépit de la mode de l'Antiquité tardive pour les ethniques précieux, mais dans des textes rhétoriques ou poétiques, je doute que dans un titre qui est censé décliner précisément l'identité de l'auteur, Aurapollon ou un copiste de son époque ait pu substituer cet adjectif relevant d'un usage inhabituel à l'ethnique attendue qui aurait dû être Phainébutites ou Alexandros ou plus vaguement Aegyptios. L'emploi de neiloos me semble témoigner d'une intervention bien postérieure. Le titre n'a pas fini de nous poser problème. Je le cite. Hieroglyphica, qu'il, c'est-à-dire Aurapollon, a composé lui-même en langue égyptienne et que Philippe a traduit en langue grecque. L'expression langue égyptienne pourrait impliquer une rédaction en hiéroglyphe, en hiératique ou en démotique. On a depuis longtemps invalidé cette hypothèse. Mais Aegyptia Phoné désigne désormais, au Ve siècle, le copte. Et plusieurs savants ont pensé que l'œuvre d'Aurapollon avait été écrite dans cette langue. On a encore récemment émis l'hypothèse qu'Aurapollon ait rédigé à partir de lexiques égyptiens un traité en copte demandant à un de ses disciples de le traduire en grec. Ce disciple aurait été Philippus, le Philippe du titre. Mais une rédaction en copte n'est pas plus envisageable que dans les autres écritures égyptiennes. Tout d'abord, la version dont nous disposons est truffée d'indices d'une rédaction originale en grec. Les meilleurs indices sont peut-être les jeux de mots qui truffent le texte. Je vous en mets juste un. C'est le hiéroglyphe 17 du livre 1. Le soleil est appelé Horus parce qu'il a puissance sur les heures, orai en grec. Certaines remarques de nature linguistique vont dans le même sens. Par exemple, le hiéroglyphe 11 du même livre. Le vautour signifie Athéna et Héra parce que, suivant l'opinion des Égyptiens, Athéna a reçu en partage l'hémisphère supérieur du ciel et Héra l'hémisphère inférieur. C'est pourquoi ils estiment qu'il est absurde de désigner le ciel comme étant masculin, mais ils le désignent comme un féminin, la ciel, ten, uranon dans le texte. Un tel texte ne peut évidemment avoir été pensé ou écrit qu'en grec. Les citations ou les échos d'œuvres grecques confirment aussi un original grec. Alors si je laisse de côté l'allusion, enfin l'écho homérique du hiéroglyphe 35 du livre 2, je laisse de côté parce qu'il appartient au livre 2 et on reviendra sur le problème du livre 2 tout à l'heure, eh bien, je relève par exemple un écho d'Artémidore d'Éphèse qui n'a pas été repéré tel quel et qui est assuré par l'identité du contexte. Il s'agit de la question du phénix chez les deux auteurs et on reconnaît l'emploi du terme moiridion chez les deux auteurs qui montre bien que Aurapollon a puisé directement pas simplement l'idée, mais aussi l'expression d'Artémidore. Mais l'utilisation du copte est surtout culturellement invraisemblable. Il est invraisemblable qu'un païen ait pu avoir recours au copte, qui était la langue des chrétiens d'Égypte. Je n'insiste pas sur ce sujet, mais en tout cas, la conclusion, c'est qu'il ne fait pas l'ombre d'un doute que la prétendue traduction de Philippe n'est qu'une fiction littéraire qui s'inscrit d'ailleurs dans une tradition d'autant plus forte que l'on a affaire à des écrits à caractère religieux ou magique auxquels une rédaction dans une langue tenue pour sacrée, et les hiéroglyphes sont étymologiquement une écriture sacrée, confère une aura et une efficacité supérieures. Je me contente de vous citer l'exemple de ce papyrus magique qui est probablement rédigé dès le départ en grec, mais qui se présente fictivement comme une traduction de l'égyptien. Alors, si l'on devait renoncer à voir dans Philippe le rédacteur
le traducteur du traité, on n'en a pas moins cherché à lui faire jouer un rôle dans l'élaboration de la version dont nous disposons. Pour ce faire, on lui attribue la courte introduction du livre 2 que vous avez ici à l'écran. Je vous donne la traduction. Avec cette deuxième partie, je t'offrirai l'explication correcte des autres hiéroglyphes. Ou bien, je te livrerai sans aucune modification ou corruption le livre sur tous les autres hiéroglyphes. Et ceux qui viennent d'autres copies où il n'avait pas d'exégèse, j'ai jugé nécessaire de les ajouter en appendice. La critique moderne s'est convaincue qu'au livre 1, qui serait d'Horapollon, Philippe aurait ajouté un livre 2. De fait, ce livre 2 est bien différent du premier, constitué lui-même de deux parties assez hétérogènes. Le livre 1 se compose de paragraphes qui donnent pour chaque signifiant hiéroglyphique un ou plusieurs signifiés grecs, accompagnés d'une explication justifiant le rapport signifiant-signifié. Malgré des confusions et des déformations, la plupart des signes expliqués appartiennent bien au répertoire hiéroglyphique ou plus vaguement symbolique de l'Égypte ancienne. Les paragraphes 1 à 30 du livre 2 ne donnent pas, sauf exception, d'explication. Mais ils restent dans l'esprit assez proche du livre 1 et on arrive à repérer un certain nombre de signes égyptiens. Quant aux paragraphes 31 à 119, c'est-à-dire jusqu'à la fin du livre 2, eh bien, on retrouve le même schéma qu'au livre 1, mais les signes, cette fois-ci, n'ont rien d'égyptien, sauf peut-être les deux derniers. Ces différences entre ces trois parties de l'œuvre ont fait l'objet d'interprétations diverses en fonction de la phrase introductive du livre 2. Mais dans l'ensemble, un consensus s'est imposé, considérant que Philippe a ajouté le livre 2 constitué de deux parties hétérogènes, l'une qui serait une partie inachevée due à Horapollon, les 30 premiers paragraphes du livre 2, et l'autre qui serait un ajout de Philippe puisé à des sources non égyptiennes, ce serait le reste du livre 2. Mais tout cela s'appuie sur l'identité du sujet de l'incipit du livre 2 avec Philippe, dont le nom n'est donné que dans celui du livre 1. Mais est-elle avérée? J'en doute fort. L'incipit du livre 2, écrit à la première personne, fait en fait suite à la conclusion du livre 1 que vous avez ici à l'écran, bien qu'il existe encore d'autres symboles appropriés, empruntés à la nature des crocodiles, ceux qu'il nous a semblé bon de décrire dans ce premier traité peuvent déjà suffire, et c'est ainsi que l'auteur clôt le livre 1 pour passer au livre 2. Donc, vous voyez que c'est une remarque, disons, qui pourrait être attribuée à l'auteur même du traité, qui calibre son œuvre en livre. Rien n'autorise à attribuer à Philippe la remarque éditoriale qui ouvre le livre 2 et à en faire l'éditeur du livre composé par Horapollon. Alors, de deux choses l'une. Soit la traduction est une pure fiction, comme nous l'avons vu, et dans ce cas, il n'y a pas lieu d'attribuer à Philippe une quelconque intervention dans l'élaboration du traité dû à Horapollon, soit on doute de l'attribution de ce traité à Horapollon, et dans ce cas, Philippe pourrait bien être l'auteur qui se serait caché derrière le rôle secondaire de traducteur. Or, une lecture attentive des Hieroglyphica ne peut manquer de plonger son lecteur dans des doutes abyssaux concernant la paternité d'Horapollon. On est frappé par l'indigence formelle de ce traité. Outre le manque criant d'une introduction, l'incohérence de la structure n'est pas sans étonner les critiques. On peine à déceler un classement cohérent. Certains chapitres dupliquent des chapitres antérieurs. À l'intérieur des chapitres, l'ordre des signifiés n'est pas toujours respecté. On trouve enfin des parties entières qui sont complètement hors sujet. Outre cette composition maladroite, c'est plus globalement l'expression qui se fait remarquer par son insigne gaucherie. L'expression est non seulement plate, mais aussi lourde et souvent embarrassée. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de rentrer dans les détails, d'autant plus que c'est le type d'analyse qui se prête assez mal à une communication publique. Mais en tout cas, je dois dire, en conclusion, que j'ai peine à penser qu'un homme aussi réputé qu'Horapollon, non seulement un grammairien, mais surtout, d'après les textes, un luminaire de l'enseignement alexandrin au Ve siècle, ait pu s'exprimer ainsi. Mais si l'expression laisse à désirer, que dire du contenu? Sans me prononcer sur la validité des explications d'un point de vue égyptologique, problème qui a monopolisé la critique horapollinienne,
On ne peut qu'être frappé par les faiblesses du contenu sous le rapport de la démonstration et du raisonnement. Force est de reconnaître que les raisonnements qu'impliquent les exégèses eurapoliniennes n'évitent pas l'incohérence. Et je voudrais juste vous donner un exemple avec le hiéroglyphe 39 du livre 1. Le chien représente l'odorat, le rire et l'éternuement parce que les chiens qui sont gravement atteints d'hypocondrie ne peuvent ni sentir, ni rire, ni éternuer. Autrement dit, le signifiant est en totale opposition avec le signifié. Et cela au point quelquefois qu'on sombre dans un comique probablement maladroit, je l'espère, en tout cas pour l'auteur. Je souhaiterais qu'il ne soit pas maladroit, mais je voudrais juste vous citer le hiéroglyphe 50 du livre 1. Quand ils veulent désigner la destruction, ils peignent une souris, parce qu'en mangeant toute chose, elle souille et corrompt tout. Ils emploient le même signe lorsqu'ils veulent écrire la sélection, car lorsque la souris a devant elle beaucoup de pains différents, elle choisit comme nourriture le plus pur d'entre eux. C'est pourquoi les boulangers font leur choix en s'inspirant de la manière de faire des souris. Ces incohérences procèdent, ou ces maladresses procèdent, lorsqu'on y regarde de près, d'une mécompréhension ou d'une prise en compte partielle des sources originales. Je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer là encore dans les détails, mais je le ferai pour la version écrite, ce qui évidemment est un indice d'un compilateur peu attentif ou plutôt peu doué, ce qui cadre tout à fait mal avec ce que l'on sait d'Eurapolion. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave. Eurapolion écrit au chapitre 14 du hiéroglyphe du livre 1 au sujet du cynocéphale, c'est-à-dire du babouin. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, on élève des cynocéphales dans les temples afin de connaître par eux le moment de la conjonction du Soleil et de la Lune. Et il ajoute plus loin que les cynocéphales sont nourris dans les temples et ils sont l'objet de soins. En l'occurrence, qu'on nous montre la suite du texte, ils sont embaumés. Or, de tels propos ne peuvent pas avoir été écrits au Ve siècle. On avait cessé depuis longtemps de momifier ces animaux. La dernière nécropole de babouins connue est celle de Tuna El Gebel, et je dois ces indications à Sidney Aufrère, qui ne va pas au-delà du 1er siècle. Et les temples capables d'organiser, de gérer de telles pratiques n'étaient désormais plus qu'un très lointain souvenir. Voilà qui témoigne du recours à une source bien plus ancienne que le rédacteur n'a pas su adapter ou actualiser comme il se devait de le faire, probablement du fait de son ignorance de la situation au moment où Eurapolion était censé écrire. Cela milite en faveur d'une rédaction très tardive à une époque où l'on ne savait plus que les grands temples avaient cessé de fonctionner dans le courant du IIIe siècle et que l'embaumement institutionnalisé d'animaux constituait au Ve siècle un grave anachronisme. La conclusion s'impose d'elle-même. Les hiéroglyphica ne peuvent être d'Eurapolion. Ils sont l'œuvre d'un compilateur maladroit, maîtrisant mal son sujet, puisant à des sources anciennes et autorisées, qui l'amalgame non sans les déformer ou les mutiler. Il est probablement très postérieur au Ve siècle et n'a peut-être même aucun rapport avec l'Égypte, ce qui expliquerait qu'ils se sentent obligés au livre 1, chapitre 5, de donner une définition de l'arour, pourtant banale mesure de superficie dans cette province, et le reste du texte montre qu'on n'a probablement pas une interpolation, une glose postérieure dans le texte. Il en connaissait néanmoins suffisamment sur Eurapolion et son intérêt pour le paganisme et l'Égypte ancienne pour penser qu'il était susceptible de se voir attribuer un traité sur les hiéroglyphes. Et il a eu raison, puisque à peu près toute la critique moderne s'est laissée abuser. L'attribution est donc une mystification. De même, les indices de paganisme, que je trouve très forcés, qui truffent l'œuvre, comme l'emploi du mot théos à la place de soleil ou lune, participent de cette tentative de faire passer cette œuvre pour celle du très païen Eurapolion. L'auteur est-il Philippe ? Dans la mesure où la traduction, je l'ai dit, est sans nul doute une fiction, il est assez raisonnable de penser que le nom du pseudo-traducteur cache celui de l'auteur réel. Mais les tentatives d'identifier ce Philippe ont été pour l'instant vaines. On a pensé à un Philippe, rédacteur d'un commentaire allégorique des Éthiopiques d'Héliodore, par exemple, mais l'hypothèse a été rejetée.
peut-on au moins dater ce Philippe? Alors, j'ai dit que selon moi, l'œuvre était très postérieure au 5e siècle, à une époque, en tout cas, où l'on n'avait plus conscience de l'histoire du dernier paganisme. Mais je n'ai pas trouvé d'indice plus précis. Le fait que l'auteur a eu recours à des sources maîtrisant, pour une part, encore l'écriture hiéroglyphique, qui n'était plus du tout utilisée dans la deuxième moitié du 5e siècle, ne doit pas nous faire renoncer à une datation de la période médio-byzantine, voire au-delà. Ainsi, les hiéroglyphica de Kérémon, dont on a parlé ce matin, étaient encore connus de Djansécès, donc XIIe siècle, qui en cite de quelques exemples dans son exégèse de l'Iliade. Et j'ai mis en gras, justement, les hiéroglyphes qui correspondent à ceux d'Horapollon et dont j'ai parlé ce matin dans mon intervention. Les points de contact sont d'ailleurs, je l'ai dit, très troublants. N'aurait-on pas là une des sources, peut-être la source principale, qui aurait servi à l'élaboration, à une époque tardive, des hiéroglyphica de Philippe? Une datation récente, d'ailleurs, je le signale, expliquerait aussi la date très tardive de la tradition du texte, puisque le plus ancien manuscrit attesté est du XIVe siècle. Alors j'arrête là mes hypothèses. J'espère que les orateurs suivants viendront soit les confirmer, soit peut-être les infirmer. Je vous remercie.